Pourquoi les États conservent-ils toujours de l'or? En ces temps de monnaie électronique, l'or est toujours un marqueur de la puissance d'un pays et de sa monnaie. Et la plus belle illustration de ce principe, c'est sans doute la guerre froide. Alors que les armes se sont tues, en 1945, une autre guerre se joue en souterrain autour du pouvoir des monnaies et de l'or. Dans cette rubrique Histoire de l'or, nous allons voir avec Arnaud Manas, vous êtes docteur en économie et en histoire, vous dirigez le service du patrimoine historique et des archives de la Banque de France. Nous allons voir comment l'or s'est retrouvé au cœur de la guerre froide, une histoire qui est un peu méconnue. Vous avez écrit un ouvrage, L'or de la guerre froide, aux éditions du Cerf, sur cette histoire de l'or et en pleine guerre froide entre les différents chefs d'État et les différents États. C'est un véritable livre d'espionnage, d'autant que vous avez eu évidemment accès à de nombreux documents qui sont déclassifiés, qui montrent les tensions entre les alliés, parfois, alors qu'on imagine que les tensions sont plutôt avec le camp d'en face, les rouges contre les bleus, mais là les alliés se battent autour de l'or. L'or joue vraiment un rôle pendant cette guerre froide? Ah oui, l'or est fondamental, puisque le système monétaire international, celui qui est créé par Bretton Woods, qui consacre la suprématie américaine, est fondé sur l'or et le dollar, puisque le dollar est considéré as good as gold, avec le chiffre mythique de 35 $ l'once. Et donc, c'est toutes les tensions, l'or va être le révélateur des tensions au sein du camp occidental et aussi dans l'affrontement secret ou discret avec l'URSS et ses alliés. Alors, c'est bien l'histoire de l'or de 45 à la fin de Bretton Woods, quoi, enfin, à 1971. C'est ça. C'est-à-dire et c'est aussi l'histoire de la France. Parce que la France a réussi au cours de la Seconde Guerre mondiale à épargner son stock d'or. Elle a réussi, alors ça c'est une aventure absolument extraordinaire, c'est-à-dire comment l'or a été évacué sans que l'Allemagne nazie n'ait pu mettre la main dessus, alors que c'était un de ses plans, c'était d'utiliser l'or français. Et donc l'or a été mis à l'abri en Amérique du Nord, donc au Canada, aux États-Unis, aussi aux Antilles, mais surtout en Afrique. Et donc, cet or a été mis à l'abri, et quand il revient après la Seconde Guerre mondiale, il est à peu près intact. On est à 2000 tonnes d'or. Mais l'or va être utilisé très rapidement pour faire la soudure et relancer l'économie, reconstruire la France qui a été absolument meurtrie, ruinée par les combats, les bombardements. Et donc, il faut relancer la machine économique, importer tout le matériel, toute la nourriture, tout le pétrole des États-Unis. Et donc, c'est pour ça que le stock s'amenuise très rapidement et on passe au minimum historique en 1947-48, avant que le plan Marshall ne permette de faire la transition. Et ensuite, c'est toute l'histoire des 30 Glorieuses avec comment la France va réussir à surmonter le désastre de la Seconde Guerre mondiale et à reconstituer son stock d'or avec toutes les tensions que l'on connaît, l'affrontement avec Kennedy, entre De Gaulle et Kennedy sur l'or. Donc c'est un peu cette histoire-là. Alors vous parlez carrément, même en 1965, d'une déclaration de guerre sur l'or par le général de Gaulle. Oui, le général de Gaulle, après avoir fait passer le message discrètement, d'abord par des moyens diplomatiques, ensuite économiques et financiers, que les Américains ne gèrent pas correctement la monnaie et abusent de l'exorbitant privilège, pour reprendre la formule utilisée par Valéry Giscard d'Estaing, du dollar, puisqu'ils battant leur propre monnaie et ayant décidé, grâce à Bretton Woods, ayant fait admettre que le dollar était aussi bon que l'or, ils s'abstiennent de toute régulation et de toute restriction, et continue à faire marcher la planche à billets. Et donc c'est là que
le général de Gaulle, influencé par Rueff, demande que à la fois les dollars détenus par la France soient convertis en or, mais surtout que cet or soit rapatrié en France, et ce qui provoque l'ire et la colère des Américains. Alors moi, j'étais persuadé que cette colère qui se termine en 1971, avec Nixon qui dit allez on arrête la convertibilité, je croyais que ça venait des Anglais en fait. Mais visiblement les Français avaient déjà commencé à trouver le moyen de dire tous les dollars qu'on détient, on va les transformer en or et donc on va tirer sur le stock d'or. Alors les Anglais, alors là, c'est aussi cette période-là, c'est un peu la rivalité entre l'Angleterre et la France, bon rivalité éternelle, avec qui était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la supériorité de l'Angleterre sur la France est évidente. L'Angleterre a réussi à ne pas être envahie, a été très active pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la France a été occupée et ne s'est finalement rattachée qu'in extremis au combat. Et c'est grâce justement à Churchill qu'elle s'est trouvée à la table de négociations et a signé l'armistice. Mais sinon, on va dire que la France était plutôt mal partie, contrairement à l'Angleterre. Et la situation va s'inverser pendant toutes les 30 Glorieuses, à un tel point que la France, et sur le plan économique et sur le plan des réserves monétaires, va supplanter la Grande-Bretagne. Et que la livre sterling va connaître un lent déclin, alors que le franc connaît un déclin, mais va réussir à remonter, et notamment avec le stock d'or, si on utilise le stock d'or comme mesure, comme baromètre ou thermomètre de la puissance monétaire d'un pays. Ce qui est, alors, c'est un raccourci, c'est un très grand raccourci, mais c'est un indicateur, ou en tout cas c'était perçu comme un indicateur de la force d'une monnaie. Donc en 1965, De Gaulle dit on peut aux Américains maintenant ça suffit, mais il sera entendu, mais finalement 6 ans plus tard, en tout cas jusqu'en 71, ça résiste. Alors, c'est-à-dire que il ne fait qu'accélérer le mouvement, ou en tout cas le moment où la réalité va s'imposer aux Américains, parce que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont une économie florissante, ont de loin le plus grand stock d'or au monde, ils sont à 20 000 tonnes. Mais très progressivement, du fait de la guerre froide, du coût de la guerre froide, du fait des transferts, etc., le stock d'or américain va baisser et va passer au-dessous des 10 000 tonnes, alors que la masse monétaire en dollars va augmenter. Et donc, c'est là qu'on connaît toutes les théories et la dénonciation de Milton Friedman et des monétaristes qui disent attention sur la vraie monnaie, le dollar, etc., la couverture or. Et la France, mais au même titre, alors c'est peut-être le général de Gaulle va parler haut et fort, mais les Allemands et les Italiens font à peu près la même chose, c'est-à-dire eux ils convertissent mais discrètement leurs réserves en dollars, en or, ce qui ne fait qu'accélérer le mouvement. Et puis surtout, c'est 71, la fin du guichet de Bretton Woods, avec ce que fait la décision du président Nixon, une décision complètement unilatérale. En une nuit. En une nuit. Un 15 ou 16 août. Voilà. Ouais. Et donc, ce qui fait que le dollar n'est plus as good as gold, et que l'or devient une matière première comme une autre, enfin pas tout à fait comme une autre. Et on va avec le cours de l'or qui va être multiplié par 3, 4, et avec donc les répercussions que l'on connaît encore. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de Bretton Woods, effectivement, donne de l'or sur le marché libre. C'est-à-dire, finalement, c'est l'offre et la demande qui font le prix de l'or. À part que les banques centrales ont immobilisé une grosse partie du stock d'or en circulation. Alors, les banques centrales détiennent une partie, alors une bonne partie, alors ça il y a des statistiques qui sont très bien faites, donc qui détiennent une partie de l'or, sachant que pour la France,
l'or privé a toujours été supérieur, l'or détenu par les Français a toujours été supérieur à l'or détenu par la Banque de France. Ça, c'est une des caractéristiques de la France, c'est qu'il y a une appétence et un goût des Français pour la thésaurisation, la détention de l'or. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, sur le plan du marché, enfin, c'est des fondamentaux de la valeur de l'or. Ce qui compte, ce n'est plus en effet le lien avec la monnaie, puisque avant il y avait un taux de change fixe entre l'or et le franc ou toutes les monnaies du système de Bretton Woods. Mais là, c'est la loi de l'offre et de la demande, avec bien sûr l'or qui devient le révélateur ou le thermomètre des tensions internationales, puisque plus il y a une incertitude, un manque de confiance, plus le cours de l'or augmente. Mais on avait déjà ça, et ça c'est intéressant, pendant toute la période de Bretton Woods, c'est-à-dire c'était pas le cours de l'or qui était le révélateur, mais c'était le cours du Napoléon. Puisque le cours du Napoléon, il y a, comme tout le monde le sait, il y a une prime, et c'est cette prime qui a fortement varié en fonction des périodes, puisque à certaines époques, dans les années 50, la prime était quasiment de 100% sur le Napoléon. Alors, l'autre sujet de votre livre, et c'est là où je trouve que c'est un roman d'espionnage, c'est que il faut savoir qu'à la Banque de France, il y a des gens qui passent leur temps à réfléchir sur qu'est-ce qu'il pourrait se passer, qu'est-ce qu'il y a comme risque sur le stock d'or. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, ça s'est fait avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que il y a des stratèges, ou je ne sais pas comment vous les appelez, des analystes, qui réfléchissent au plan, par exemple, d'arrivée des Allemands, et donc ils évacuent l'or le plus loin possible de la porte d'entrée. Et là, pendant la guerre froide, c'est la même chose, sauf que c'est sur les menaces, alors beaucoup sur les menaces nucléaires. On se retrouve avec des gens qui disent, tiens, il va peut-être falloir qu'on mette l'or encore plus profond, parce que là, aujourd'hui, on commence à avoir des armes qui pourraient toucher ce stock d'or. Alors, de toute façon, c'est le principe, c'est que quand vous possédez quelque chose et auquel vous tenez, vous réfléchissez toujours au pire scénario possible et à ce qui pourrait lui arriver. C'est le principe de l'assurance, c'est-à-dire que vous prenez vos précautions. Donc, la Banque de France, comme tout un chacun, réfléchit aux mesures pour protéger son stock d'or, ce qu'elle a une des choses de plus précieux. Et donc, il y a bien sûr sur la souterraine des mesures physiques, des mesures électroniques, des systèmes de détection, etc. Mais après, il faut réfléchir de façon plus globale. Quelles sont les menaces sur le stock d'or? Alors, en 1950, les menaces, c'est essentiellement l'invasion soviétique. Comme le dit le général de Gaulle, les troupes soviétiques sont à 2 journées du Tour de France et pourrait arriver, on peut imaginer, enfin les stratèges français, tant militaires que civils, pensent que un 1940, un déferlement comme en 1940 pourrait être possible, puisqu'on est en pleine guerre de Corée. Et la question se pose, est-ce que la guerre de Corée n'est pas le 1938 d'une invasion généralisée des armées soviétiques ou du camp de l'Est vers la France. Et donc, on reprend les vieilles recettes, on fait comme en 40 ou comme en 39, on met l'or à l'abri. Et c'est là que dans le plus grand secret, on va envoyer une bonne partie du stock d'or qui était encore à Paris, qui était à la souterraine, on va l'envoyer en Afrique. Et pendant toutes les années 50, il va être à Brazzaville, conservé dans le plus grand secret, et il ne sera rapatrié que quand le général de Gaulle arrivera au pouvoir et qu'il va penser que le risque majeur, c'est plus Paris, mais c'est l'Afrique. Donc le stock d'or revient. Revient, exactement. Le stock d'or revient. Ensuite, dans les années 60, c'est la deuxième menace. La France vient de se doter de l'arme nucléaire et donc est peut-être l'objet des missiles soviétiques et de l'URSS. Donc, la question, que fait-on avec l'or de la souterraine? Parce que une bombe H,
on l'a vu sur l'atoll de Bikini, Waniwetok, jusqu'à 30 mètres, c'est vitrifié, l'or serait vaporisé, et donc se pose la question. Surtout que 2 ans auparavant, il y a le film mythique de James Bond, Goldfinger, où le méchant Goldfinger met une bombe atomique pour neutraliser le stock d'or américain. Donc, bon, même les stratèges, même les gens de la Banque de France vont voir les films de James Bond. Enfin, ils n'avaient peut-être pas attendu le film pour voir, pour y réfléchir, mais se pose la question. La réponse est tout à fait différente. C'est-à-dire que la souterraine est au milieu de Paris. Quel est l'intérêt de protéger l'or si Paris est détruite? C'est-à-dire si des millions de Parisiens, l'or... Si la capitale de la France est vaporisée, on ne se posera pas la question de savoir où est l'or. Exactement. Et que si des millions de Parisiens meurent, c'est pas, il vaudrait mieux les protéger, ou en tout cas ne pas arriver à cet excès. Le choix dans la balance est évident. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des ressources précieuses pour aller mettre de l'or en sécurité. Il vaut mieux le laisser dans Paris de façon inchangée. Alors c'est là que la Banque de France prend la décision, quand même, au cas où Paris serait détruite, de faire un relevé géodésique avec alors il y a deux relevés qui sont faits. Le premier, c'est en cas d'utilisation de la bombe A sur Paris, donc localisée. Donc on suppose qu'il y a soit le Sacré-Cœur, soit Notre-Dame, soit la Tour Eiffel et quelques points stratégiques qui sont intacts. Et donc avec une triangulation, on peut retrouver exactement l'emplacement de la souterraine. Ouais, alors là, c'est le Da Vinci Code. Hein. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec... Mais alors, on se retrouve avec des relevés qui sont des coordonnées. Voilà. Mais qui sont placés où, qui sont cachés où? Ce sont des... C'est assez amusant parce que quand on a fermé un certain nombre de succursales qui étaient de la grande banlieue ou des petites succursales, on a trouvé au fin fond de la serre, donc de la salle forte de la souterraine, dans la serre de réserve, là où on va généralement jamais, une grande enveloppe avec des cachets de cire, et c'était à n'ouvrir que sur instruction du gouverneur ou de son représentant, confidentiel, etc. Bon, on a pu les ouvrir, et à l'intérieur... Le gouverneur a donné son accord. Voilà, et à l'intérieur, il y avait une deuxième enveloppe, alors c'était à n'ouvrir que, etc., etc., c'était pour... Et dedans, on a ouvert, et il y avait un livret avec des coordonnées, et justement des coordonnées géodésiques. C'était la latitude, longitude la plus précise de l'emplacement de la souterraine. Alors sachant que c'était un secret d'État à l'époque, mais maintenant avec n'importe quel téléphone, en activant la fonction GPS, on sait de façon encore plus précise, à quelques centimètres près et de façon exacte, l'emplacement de la souterraine. Il suffit d'arriver, de se mettre devant l'entrée et on a les mêmes coordonnées. Et le relevé géodésique, alors tel angle, il faut regarder c'est 123 degrés,8 c'est vraiment la chasse au trésor. C'est vraiment c'est exactement. Et puis après, il y avait un deuxième volet. Ça, c'était alors ça, si Paris était vitrifié avec une bombe H, il ne restait même plus le Sacré-Cœur, même plus Notre-Dame, même plus aucun des bâtiments. Et alors là, il y avait la triangulation avec le clocher de Brie-Comte-Robert, alors, etc. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, donc ça, c'était la réponse, on va dire française, qui n'a pas coûté très cher, hein, mais au défi de la guerre froide. Alors les Américains, eux, on peut penser, mais on a aucun... Alors ça, c'est votre théorie. Vous avez une théorie sur Fort Knox. Voilà, Fort Knox, on est dans l'hyper-rationalité pendant la guerre froide, puisque...
c'est un jeu d'échecs. Chacun anticipe ce que va faire l'autre. Pendant toutes les années 50, les Américains vont consacrer une part énorme de leur PIB, puisque quasiment 10% de leur PIB, à la guerre froide. Et ils vont construire des centres forts, ils vont construire le NORAD, c'est sous une montagne de granit, on le voit dans toutes les séries, il y a 900 mètres d'épaisseur, la montagne de granit, ils font de la publicité là-dessus. Ils demandent à toutes les banques commerciales et au Fed de faire des centres de secours, donc il y a donc c'est dans les archives publiques que les 12 Fed ont des centres dans des mines à 300 mètres sous terre, et tout le monde est prié de s'enterrer pour la guerre froide. C'est un peu, on connaît le film Docteur Folamour et on voit tout ça. Et de façon très paradoxale ou un peu mystérieuse, il ne se passe rien pour Fort Knox. Fort Knox a été construit entre 1936 et 1935-36 et a été à l'époque pour répondre aux menaces sur l'or américain. C'est-à-dire qu'il est construit au beau milieu, pas au beau milieu des États-Unis, mais en tout cas à au moins 2000 kilomètres d'une frontière, avec 2 chaînes de montagnes, les Rocheuses d'un côté et les Appalaches de l'autre, pour protéger d'une éventuelle invasion, au milieu d'un énorme terrain militaire de plus de 50 km². Donc, le risque est assez limité. Ensuite, il est construit pour être un nœud logistique, c'est-à-dire qu'il est près d'une voie ferrée, construit selon les plans d'époque, quasiment de plein pied. Il y a peut-être un niveau de sous-sol, mais c'est des raisons logistiques. Il s'agit de faire venir les milliers de tonnes d'or qui vont être prises aux Américains, puisque les Américains, quand Roosevelt décide d'interdire, donc de supprimer la convertibilité du dollar en or fixe, l'étalon or, et surtout d'interdire la détention d'or par les particuliers américains. Donc, sous peine de prison et d'amende, les Américains doivent déposer leur or et l'échanger contre des billets. Et donc, tout cet or va s'accumuler à Fort Knox. Et il est censé rester immobile et ne pas servir. Donc, c'est des considérations logistiques. Parfaitement des forts. Un fort à l'ancienne. C'est à l'ancienne, voilà. Comme les cow-boys et les Indiens, quoi. Voilà, on peut le voir comme ça. Sauf que la situation change complètement dans les années 1950, avec la guerre froide, 1949, première bombe atomique des soviétiques, et 1953, première bombe à hydrogène, bombe H. Et là, les essais qui sont faits à l'atoll de Bikini ou ailleurs, tout est vaporisé sur jusqu'à 30 mètres ou 40 mètres de profondeur. La réserve d'or à l'ancienne. Le plein pied n'est plus adapté. Voilà, exactement. Et donc, mais officiellement, il ne se passe rien, sauf qu'ils font un audit et interdisent toute visite, et ça devient secret défense. Fort Knox. Alors, il se trouve que la Fed donne, à peu près à la même époque ou un peu plus tard, donne des instructions pour creuser des centres à 200 ou 300 mètres sous terre, etc. Pour Fort Knox, on n'entend rien. La logique voudrait que les Américains, étant rationnels et n'étant pas naïfs, ils font à peu près la même chose. Rien n'est plus facile que de creuser sous Fort Knox un deuxième étage à 300, 500, 1000 mètres, on ne sait pas, qui se protégerait parfaitement. C'est beaucoup mieux, parce que pourquoi le déplacer pour creuser ailleurs n'a pas d'intérêt, puisque il faudrait de toute façon, pour protéger efficacement, il faudrait que ça soit creusé à une profondeur suffisante, donc c'est 500 ou 1000 mètres. Ensuite, ça voudrait garder le lieu secret. Je pense que, comme le dit Racine, il n'est point de secret que le temps ne révèle, et surtout si vous avez un réseau d'espionnage et si vous pouvez surveiller
parce que ça ne pourrait pas passer de façon inconnue. Oui. Aujourd'hui, avec les satellites, on verrait passer des trains ou des camions. On verrait passer des camions, mais même les gens du Trésor américain, il y aurait forcément des gens. Le projet Manhattan avait été infiltré, donc de façon rationnelle, ce n'est qu'une pure hypothèse, mais de façon rationnelle, on peut penser que la solution la plus rationnelle, c'était de reconstruire un deuxième étage sous Fort Knox. Ça permettait d'éviter tous les problèmes de transport, ensuite de le mettre vraiment à l'abri et de conserver le secret. Donc c'est une hypothèse, mais qui semble compatible et cohérente avec une approche rationnelle de la guerre froide, qui était, puisqu'on sait que c'était hyper rationnel, c'était vraiment le jeu d'échecs entre l'Est et l'Ouest d'une part, et d'autre part avec les derniers documents qui ont été déclassifiés, qui montrent que qu'il y a eu une visite il y a quelques années d'un secrétaire d'État au Trésor à Fort Knox, et certains passages sont caviardés, alors que, notamment sur la chronologie de la descente, donc ça laisse penser qu'on pourrait avoir Fort Knox et au-dessous de Fort Knox. Très bien, merci beaucoup. Alors cette histoire, cette grande histoire, ou cette histoire dans la grande histoire de la guerre froide sur l'or est à retrouver dans votre ouvrage. Merci beaucoup Arnaud Manas. C'était Histoire d'or. Bonne journée.